La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire qui pour la première fois va traiter du fauve d'or de l'année. Coucou les gens, je suis One A Pied, vous êtes dans le One A Club, un podcast qui parle de bande dessinée et qui en général ne fait pas trop attention au timing des sorties, pas vraiment. Et c'est pour ça que là, Tizak tout a changé. Choisi un truc que je crois que j'ai choisi aussi, parce qu'on l'a acheté tous les deux, franchement. On l'a acheté tous les deux. Tu vas donc nous parler de... La couleur des choses. Martin Paicho. Juste, tu peux le faire avec l'accent suisse, il est suisse. Ouais, je sais, mais j'avais envie de le faire plutôt comme chez nous. D'accord. Aux émissions Ça et là TV. Il faut y arriver ou faire l'accent suisse? Ouais, c'est pas évident. Fais l'accent suisse, toi, pour voir. Je connais rien, moi. Bah, voilà. L'accent suisse, pas si compliqué que ça. Jérôme va nous parler Michel Leb sort de ce corps. Oui, s'il te plaît, Michel. Jérôme va nous parler de... Not a Robots. Ça s'enchaînera par moi qui vous parlerai de Sourire d'acier, le tome 1. Et notre cher Thio, salut Thio. Bah, je finis le cycle, parce que du coup, je finis Kids, le tome 3, la fin de l'histoire, de l'épopée. Et ben, je crois qu'on finira par un œil sur un truc un peu bizarre, des articles médium, voilà, des trucs à lire assez intéressants, qui s'appelle Le film perdu par François Descraques. Des articles médium. Oui, c'est le nom d'un site. Ou sinon c'est le nom d'un type de bois aussi, le médium. C'est un peu space quand même, hein, ce que tu dis là. Sinon, c'est un truc moyen. Des articles MDF en 18, s'il vous plaît. Voilà. Avec un vernis polyvinylique. Voilà. Bon, on attaque. Je crois que c'est la première fois qu'on va parler quand même d'un fauve d'or l'année où il a eu le prix. C'est ça. J'ai envie de te dire, surtout quand c'est moi qui traite, parce que généralement, je sors toujours des bouquins qui datent de 1912, juste parce que je les ai croisés en boutique et qui m'ont plu. Sachant que... En fait, non, je dis une bêtise. Je crois que ce qu'on n'a jamais fait, c'est de faire d'un fauve d'or l'année où il est publié. Parce que en général, il est pris l'année d'après. Donc, quelque part, là, on n'a pas trop de... Ouais, on est un peu comme d'habitude. Bon, on l'a acheté, il était que en sélection. Il n'avait pas encore le prix. C'est vrai. Donc, on était prêts. Donc, c'est La couleur des choses de Martin Panchaud, dont j'avais déjà parlé dans un online, qui avait fait un Star Wars assez bluffant. Chez Ça et Là, pour 24 €. Mais Absolument. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, contrairement à d'habitude, je vais commencer par parler de la forme. Et pas par parler du scénario. Oui, parce que c'est quand même la spécificité de cet album qu'on nous montre dès la première, mais aussi dès la 4e de couverture. Et donc la couleur des choses bouscule les habitudes. Le livre est intégralement dessiné en vue du dessus, mais au-delà du fait... Ce sont des Mexicains vus du dessus. C'est un peu l'idée. C'est un peu des Mexicains vus du dessus, puisque au-delà d'avoir simplement pas de perspective, du coup, tous les personnages sont représentés sous la forme de points ou de cercles de couleurs, parce qu'on peut avoir une couleur intérieure, une couleur extérieure. Voilà. Magnifique. Deuxième de page violet. Superbe. Ensuite, et donc, au niveau du contenu... Superbe. On peut y aller, ouais. On va osciller entre comédie et polar, mais le fond de tout ça, ça reste quand même une technique graphique très surprenante. On a de l'architecture, on a beaucoup d'infographies, on a beaucoup de pictogrammes. C'est un jeu vidéo, en fait. Ou presque. Et tout ça, ça permet quand même de donner des éléments de compréhension à l'histoire. Et donc, du coup, ça peut être un peu déroutant au démarrage, mais au final, on s'y fait très vite et on arrive à prendre toutes ces informations-là. Les informations-là, pour parler de quoi? Eh bien, on va parler de Simon, un jeune Anglais de 14 ans qui est nettement en surpoids, qui est un grand loser de son état et qui est chargé par sa mère d'apporter un gâteau à l'une des habitantes du quartier contre bien évidemment une petite somme d'argent. Mais en chemin, il croise 3 jeunes losers, mais des losers moins losers que lui, qui le recrutent pour effectuer des corvées et ils en profitent pour manger son gâteau. Il n'a pas trop le choix d'accepter finalement parce qu'il est un peu sous leur emprise, on va dire. Oui, puis il est sous le charme de la sœur d'un des mecs. Et il y a une petite Lorna là, sur laquelle il lorgne lui-même. Donc il se retrouve à faire des courses pour une dizaine de bonnes aventures parce que les copains ont dit que c'était une bonne idée. La dizaine de bonnes aventures lui révèle qu'il va vivre de grandes choses, de grandes aventures s'il parie sur un cheval, Black Caviar, lors de la course du Royal Ascot, la grande course de chevaux d'Angleterre. Il fait ça en cachette, en piquant toutes les économies de son père. Qui est un connard.
un gros connard. C'est quand même la famille anglaise bouseuse par excellence. Mais son histoire, là, c'est quand même, il va gagner, en fait. Et il va pas gagner 200 livres, hein, il va gagner 16 millions de livres sterling. Génial, youpi, tralala, tous les malheurs de ce petit enfant vont s'envoler. Sauf qu'en fait, il est mineur. Et donc, il ne peut absolument pas récupérer cet argent. Il a besoin de la signature de ses parents pour encaisser l'argent. Donc déjà, premièrement, ça veut dire qu'il va falloir avouer qu'il a piqué de l'argent. Et deuxièmement, il va falloir que les parents soient d'accord pour signer. A priori, ça devrait être jouable pour gagner 16 millions de livres sterling. Mais là, quand il rentre chez lui, eh bien, il y a la police. Sa mère est gravement blessée, très très gravement blessée, et son père n'est plus là. Il s'est enfui, il est introuvable, il a été kidnappé, on ne sait pas trop. La suite du récit nous racontera l'épopée, parce que c'est une vraie épopée, pour retrouver le père de Simon. Et il ne faut pas oublier que du coup, c'est la seule famille qui lui reste, mais aussi la seule personne qui peut lui permettre d'encaisser l'argent. Double intérêt. Et on a comme ingrédient un mystérieux aventurier qui est aussi un ami de sa mère, un infirmier malhonnête, des policiers fatigués, une hackeuse, une bande de losers, une belle amoureuse, donc toujours là, mais aussi une baleine nommée B52, il ne faut pas l'oublier. Elle est en train d'effectuer sa dernière migration annuelle. Simon arrivera-t-il à passer du statut d'éternel perdant à celui de riche débrouillard? Eh bien, lisez les petits points. T'es encore en train de tricher, t'as pas donné ton avis alors que ça va sonner. Mon avis, vous l'avez compris, j'ai trouvé ça génial, la forme, le fond. Le fond, c'est un polar, on aurait pu avoir ça de manière très très noire, dans une ambiance très très glauque. Et là, c'est vrai que la forme, avec les petites couleurs, les petits points de couleur, etc., vient apporter une petite touche de légèreté, au-delà de l'aspect original de la forme, c'est que ça permet aussi d'alléger un petit peu un dessin qui aurait pu être très 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 noir et très 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 dur. Voilà, donc pour moi c'est une franche réussite, parfois très 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 verbeux. C'est écrit tout petit, donc il y a beaucoup de choses à lire. Le bouquin est quand même assez conséquent avec ses 236 pages. Mais au final, il y a plein de trouvailles, des trouvailles d'infographie notamment, que je trouve vraiment géniales pour montrer les symboles, les logos des marques, pour montrer les marques de whisky, montrer les marques de soda, de biscuits, pour montrer les trucs de voiture, pour montrer ce qui se passe quand il dégueule ou quand il a l'alcool qui circule dans le sang, etc. Bref, c'est plein de trouvailles, c'est très malin comme bouquin. Et voilà, je trouve que ça mérite plus qu'un fauve d'or, ça mérite notre coup de cœur. Thio. Alors, je ne vais pas te paraphraser pour une fois. Je vais juste parler d'un splendide canular de 1er avril des éditions Ça et Là, qui ont proposé aux personnes qui le désiraient d'avoir des figurines de la couleur des choses. Et ils ont proposé d'acheter des boules. Voilà. De couleur. Des boules de couleur. Je crois que c'était du style 1 € la boule et t'avais un sac de sang pour 15 balles. Je trouve ça, voilà, ça c'était. Non, c'était vachement plus cher. C'est la figurine collector, quand même. La figurine collector. Et je trouvais juste, voilà. C'est malin. C'était vendu dans un filet, le sac où t'avais toutes les figurines collector. Voilà. En même temps, ils auraient pu vous filer une plaquette de gommettes, ça marchait aussi bien, les gars. Ouais, mais voilà. Bon, alors, mis à part le côté graphique, moi, ça m'a fait beaucoup penser à un vieux jeu, Syndicate. Oui. Qui du coup passe crème avec le décor. Oui, complètement, bien sûr. Voilà, j'y suis allé de manière dubitative parce que vous me l'avez tous survendu clairement, cette couleur des choses. Il y a un petit côté quand même aussi Monty Python dans la narration avec le suivi de cette baleine. Dès le début. C'est exactement ça. Qui d'un coup tu te dis mais pourquoi est-ce on parle de... Mais en fait tu le sauras à la fin. Non, voilà, c'est exceptionnel. Je me suis régalé. Moi je tiendrais juste à rappeler que la 4e de couverture, ce n'est pas moi qui l'ai faite, mais elle est pour moi. Voilà, on a les informations essentielles sur un livre, c'est-à-dire sa largeur, sa hauteur, sa profondeur, son prix, mais aussi son poids et son ISBN et son code barre. Tout ça regroupé sur la 4e de couverture. Voilà l'essentiel d'un livre, c'est là. Voilà, avec un embossage en plus. En plus. Voilà, c'est la classe. Et est-ce qu'ils ont fait des jaspures? Non. Non, mais t'as un petit, comment s'appelle ce petit liseré là déjà pour savoir quelle page t'en es? Ça ouais. Ah, le page? Non, c'est pas un marque-page. C'est un nom. Ça a sans doute un nom. Un nom technique, il faudrait demander à un imprimeur. Jérôme. Pareil, pas mieux, sauf juste rappeler que c'est la 2e année consécutive que les éditions Ça et Là remportent le Fauve d'Or. Bravo. À Angoulême. À eux. Bravo à eux. L'année dernière, donc en 2022, c'était pour Écoute Jolie Marcia. Et rappelez quand même que ce Fauve d'Or a fait une petite polémique
Non pas parce que c'est ce Fauve d'Or, parce qu'honnêtement, tout le monde l'a trouvé mérité, et c'est clairement un coup de cœur pour beaucoup de gens. C'est le dessinateur. Pas du tout. C'est parce que c'est la deuxième année consécutive que ça et là a le Fauve d'Or. En se disant, ok, c'est très bien pour cette petite maison d'édition, mais ça reste assez confidentiel. Et donc, ça maintient, on va dire, Angoulême et le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême dans une sorte de niche un peu intello. Donc, le Festival d'Angoulême n'est clairement pas grand public et assume un choix de ne pas être grand public. Ah bah c'est sûr, c'est pas du Spirou. Hein. C'est un peu comme s'il donnait au dernier Marvel une palme d'or. Bizarrement, mais voilà. Mais je veux dire, là c'est toujours le problème de la critique. Il y a toujours ce côté. La bande dessinée, ça doit être populaire. Donc, le festival de bande dessinée le plus connu doit donner des prix. Alors, la bande dessinée ne doit pas être populaire. La bande dessinée est populaire. Ça, mais c'est un juste... aussi. Mais le cinéma aussi. Non, mais on est d'accord. Mais ça, c'est juste un fait. Donc après, la problématique, Cinéma, j'ai un doute. la problématique est récurrente tous les ans Oui. et sur beaucoup de thématiques. Par exemple, les éditions Bambou n'ont absolument pas d'album sélectionné depuis des années et des années, alors que c'est une maison d'édition qui est grand public. Alors qu'on appelle bande dessinée de supermarché ou tout ce qu'on veut, mais n'empêche que c'est pas que ça, mais ils ont aucun album qui n'est jamais sélectionné. Du coup, ils ne participent plus au Festival d'Angoulême parce qu'ils font un peu du boudin aussi. Mais on est dans toute cette démarche et cette réflexion-là autour de qu'est-ce que doit être le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Voilà, c'est tout. Moi, je vous fais part de cette polémique-là. Après, moi, je trouve que sur la couleur des choses, le Fauve d'Or est absolument mérité, que c'est un album génialissime, et c'est tout. Voilà. Mais il a tombé les lunettes pour le dire. Faites attention, je crois qu'il est vénère, l'archiviste. Non, moi, je suis un peu de ce côté-là. Après, la question qui se pose toujours sur les prix, c'est pourquoi est-ce que tu remets un prix et qu'est-ce que tu veux faire ? Et je trouve que le Fauve d'Or, pour moi, doit désigner en théorie une bande dessinée, vu qu'on est sur le plus grand, théoriquement, festival, le plus grand prix, on va dire, de bande dessinée en France, désigne une BD qui va apporter quelque chose au médium. Quelque chose de nouveau, quelque chose d'original, quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu ailleurs. Et au-delà de la qualité que peut faire un éditeur, tu vois, tu parlais de Bambou, etc., Grand Angle, qui serait peut-être plus aller vers ça derrière, au-delà de ce qu'ils font qui est de qualité, c'est pas du tout ce qu'ils cherchent à faire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas le public qui vise, le public d'apporter quelque chose au médium bande dessinée. Tu vas le trouver plus chez d'autres éditeurs qui effectivement gagnent plus souvent des grands prix à Angoulême. Voilà, je parle vraiment pour le Fauve d'Or. Après, pour les autres prix, ça se discute, faut voir ce qu'il en est. Là, je trouve que la couleur des choses est vraiment, par cet aspect technique, un bouquin, ce que j'appellerais un bouquin à Fauve d'Or. C'est fait pour. Il y a vraiment une trouvaille des types de narration qui, je pense, seront réutilisés même dans des BD avec un style plus standard. Mais il y a des expérimentations qui vont, je pense, inspirer d'autres auteurs de BD. La réflexion, elle est au-delà du FIBD. Je veux dire, la réflexion, elle va aussi sur pourquoi est-ce qu'on choisit une nana qui n'a pas publié d'album depuis 25 ans comme Grand Prix de la bande dessinée d'Angoulême. Bon, enfin, voilà, parce que c'est underground, parce que machin, etc. On va finir sur couleur des choses. Ce qui me faisait très très peur, c'était de me dire, bon, c'est bien, il a trouvé un super système, ça marche d'un point de vue technique. Maintenant, est-ce qu'il va nous raconter des choses, quoi ? Et j'ai été très agréablement surpris parce que j'étais pas sûr. Et il arrive à raconter des choses, qui fonctionnent avec son style graphique et qui marchent très bien. La vraie question que je me poserais par rapport au travail de Martin Panchaud, est-ce qu'il peut nous raconter d'autres choses comme ça ? Est-ce qu'il y a besoin de raconter de la même façon ? S'il devait raconter autre chose, est-ce que ce serait pas plus du systémique et quelque chose qui perdrait de son sens ? Est-ce que peut-être qu'il ne faudrait pas qu'il devienne scénariste, parce que son scénario est bon, et trouver des illustrateurs dans des styles différents, avec une approche graphique différente ? Est-ce qu'il peut retrouver quelque chose qui est aussi cet effet de surprise qu'apporte la couleur des choses ? Voilà, moi j'aurais vachement peur de faire un deuxième tome après avoir eu la réussite. C'est certain, mais c'est la même problématique quand tu parles du film, avec quand des films qui sont oscarisés ou des films qui ont la Palme d'Or. Généralement, tu reconnais les films à Oscar ou tu reconnais les films à Palme d'Or. C'est pas des Marvel. Voilà, clairement. Oui. Y a toujours une patte, c'est un truc autobiographique, il y a quelque chose de particulier dans la forme, dans le style, etc., dans le sujet qui va être traité.
Et là, clairement, cet album-là, comme tu le disais, de par le choix graphique, c'est un album à prix. Et d'ailleurs, il n'a pas eu que le prix d'Angoulême. Hein. Il a eu aussi le prix ACBD, il a eu le prix toute première fois à Coulommiers, il a eu le prix suisse du livre jeunesse, il en a chopé d'autres. Mais tu touches carrément un bouquin qui est prévu pour les prix parce qu'il sort de l'ordinaire, il sort des cases classiques. Je pense pas qu'il était pensé pour les prix. Hein, pas forcément, c'est pas. Mais que... de fait, le produit une fois fini, il parle de ça. Maintenant, comme dans le cinéma, quand il y a un réalisateur et que tu as réalisé le super méga film, notamment en début de carrière, qui est oscarisé ou qui a une palme, oui, clairement, ça te met une grosse pression. Maintenant, je pense qu'effectivement, il ne faut pas aller s'enfermer dans l'effet spécial qui t'a permis de percer, mais il faut aller raconter ce que tu as envie de raconter. Là, Pancho, il a fait ses trucs avec ses petits points très bien, ce sera peut-être le seul de sa carrière qui fait comme ça. Et puis le reste, ce sera peut-être beaucoup plus classique. Star Wars. Non, mais à la rigueur, tant mieux, parce que s'il continue à faire des albums avec des petits points et qu'il continue à avoir du succès avec ces albums-là, il n'y a plus d'un dessinateur qui va commencer à claquer du fessier, hein, parce que finalement, là, à quoi ça sert de continuer à dessiner, quoi. Moi, j'ai envie de te dire, ma fille, elle s'est posée les gommettes comme ça. Hein. Mais le rond dans le rond parfaitement avancé. T'inquiète de rien, Alger. Ça, c'est de l'Illustrator ou un truc dans le genre. Hein. Je veux dire, moi, je fais ça avec Inkscape sans problème. Mais non, après, au-delà du côté qui semble simple, du côté graphique des petits points, là, il y a un travail de mise en page, de narration. Oui, énormissime. Qui est énorme. Bien sûr. Donc, on ne peut pas nier non plus. Effectivement, c'est pas non plus le. Si sa balade est très bien faite. C'est du vectoriel, dit Azer. Oui, c'est ça. Exactement. Bref, voilà, un prix qui a posé polémique, qui apporte du débat, mais qui mérite, je pense, ce coup de cœur qu'il a eu. Est-ce que tout le monde le suit oui. Parmi nous? Alors, oui, mais par contre, quand même, je veux dire quand même que par rapport à ton propos des livres à prix, je trouve que celui-là, en fait, va dans ton sens, mais le palmarès des Fauves d'Or ne va pas vraiment dans ton sens. Celui-là, il va dire l'exception qui confirme la règle. Oui. Voilà. Il y a des autres, c'est plus du... disons que ce que tu veux, je me suis penché sur le truc, je me suis dit, c'est quand même dire, voilà, celui-là, il est fait pour, et c'est ça, un livre à Fauve, ouais, bof, quand tu regardes la liste, tu te dis, pas vraiment, quand même. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est-à-dire que pour moi, c'est le genre de truc qui... Après, peut-être que la sélection se fait différemment, mais c'est ce qui mériterait. Après, il faut faire attention aussi, on était... le système de sélection du Fauve d'Or, on était sur une sorte d'entre-soi pendant des années, donc c'est un peu... Je te dis pas le contraire, mais je te dis, voilà, c'est pas non plus... une évidence quand même. Mais bon. Mais je lui donne mon coup de cœur, je n'ai pas changé d'avis. On va parler de choses plus graves. Oh là. Not All Robots de Marc Russell au scénario, Mike Deodato Jr. au dessin et Lee Lowridge à la couleur, chez Delcourt pour 16,95 €. On voit la couve là? Ouais, là, on voit la couve, là. On voit la couve, là. On voit la couve, là. Ouais. Mais bon, après, des gens qui nous écoutent, ils voient que dalle. Donc, tu peux continuer à parler quand même. C'est un comics et je publie aux éditions Delcourt, donc traduit, mais je ne suis pas spécialiste du comics, donc Pied pourra compléter par rapport aux auteurs et aux scénaristes s'il le souhaite, ou Tizak ou Thio. Juste sur la couve, dire qu'on est sur un tableau extrêmement connu, qui est l'œuvre American Gothic de Grant Wood, réalisée en 1930, et qui reprend deux personnages, on va dire deux Quakers, qui posent devant une ferme. C'est un des tableaux américains les plus connus, les plus diffusés. Et là, on se retrouve avec exactement cette même pose et ces mêmes personnages, mais avec deux robots, deux androïdes, qui remplacent les deux humains. Et c'est exactement ça, en fait, puisqu'on se trouve dans une société futuriste. Alors, dystopie ou pas dystopie, je vous laisserai juge. En tout cas, un futur possible sur le devenir des humains dans un monde régi par des intelligences artificielles. Donc les humains ne sont absolument plus obligés de travailler, tout est pris en charge par la robotique. Suite à différentes catastrophes nucléaires ou on ne sait pas trop, ou écologiques, enfin les humains se retrouvent à vivre sous des dômes. Bon, un futur effectivement possible. Le recyclage de l'air, de l'eau, de la nourriture, tout est géré par des intelligences artificielles, par des androïdes. Et finalement, les humains n'ont plus grand-chose à foutre de leur journée. Ils ont tous chez eux
un ou plusieurs Dombo, donc des Dombots, robots domotiques. Et on suit un petit peu la famille des Walters avec Razorball, qui est leur Dombot privé. Sauf qu'on n'est pas juste sur un robot qui fait le service en fait. On est sur un robot qui travaille la journée parce qu'il faut aussi qu'il rapporte de l'argent à cette famille pour pouvoir subvenir à leurs besoins et qui le soir fait théoriquement partie de cette famille, c'est-à-dire doit se comporter exactement comme un membre de cette famille. Sauf que il se sent un peu exclu, c'est un robot au milieu d'humains, ils n'ont pas tout à fait les mêmes centres d'intérêt. Mais quels sont les centres d'intérêt d'un robot? C'est une bonne question. Et comment communiquer avec un robot? Donc là, ils vivent dans la bulle d'Atlanta, donc la ville d'Atlanta sous dôme. Va arriver un incident avec la bulle d'Orlando où le robot chargé, l'intelligence artificielle chargée de la gestion de l'air va, alors on ne sait pas trop, plus ou moins consciemment, plus ou moins inconsciemment, le faire plus ou moins exprès, mais en tout cas changer les paramétrages de gestion de l'air et va asphyxier toute la population, c'est-à-dire 200 000 personnes, de la bulle d'Orlando. Va s'en suivre un débat, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, finalement les humains sont mortels, on a fait peut-être qu'accélérer un petit peu les choses, c'est peut-être pas si grave que ça non plus, ça c'est le point de vue robot. Et d'un autre côté, bien sûr, c'est extrêmement grave. On ne peut pas faire confiance aux robots. Parallèlement, en fait, les sociétés qui construisent des robots essayent de perfectionner également leur propre production. Évidemment, tout est géré par des robots et ils introduisent un nouveau type de robots, des mécanoïdes, des androïdes qui ressemblent beaucoup plus à des humains et qui vont remplacer l'ancienne génération de robots. Et là, on a toute la réflexion du côté robot en disant, mais une fois que moi je serai remplacé par un mécanoïde, qu'est-ce que je vais devenir? On est sur des réflexions totalement humaines. Mon avis, c'est que j'ai été complètement séduit par cette série, par cet album. C'est pas une série, c'est un one-shot en fait. Par cet album qui, dans un autre contexte, mais relève des réflexions complètement humaines. Et finalement, ces robots sont complètement humanisés aujourd'hui, avec une réflexion qui est celle que l'on pourrait avoir dans un contexte futuriste. Je suis obligé de m'arrêter. Ouais. Allez-y, complétez. Peut-être t'auras quelques secondes, toujours. Tu ne seras pas le dernier à le faire. Ouais. Pourquoi tu me regardes? Je sais pas, une sorte Pourquoi tu me regardes? Je pense à toi. Tu as un truc à me dire? Ouais, c'est... Mauvaise Woman est de retour. Je t'ai tendu une perchasse. Mais celui-là, je peux le sortir quasiment, mais à chaque émission quand même. Ouais, non, c'est la 3e d'affilée, tu l'as sorti à peine une fois. Mais j'ai pas eu le temps de le chercher. Il va pas assez vite. Ah, pardon, c'était à moi. Ouais, allez, vas-y. Parce que t'as quand même pas dit grand-chose encore. C'est vrai, mais on me l'a vendu. Alors, ce bouquin-là, on me l'a vendu, survendu. On m'a dit, attention, c'est un trésor. Il y a toujours un album survendu. C'est le précieux. On m'a dit, c'est le précieux. Il faut qu'il revienne sans une éraflure, sans une corne sur la page. Parce qu'en fait, il n'était même pas l'archiviste, il était la femme de l'archiviste. Et c'est pire. L'archivichesse. J'ai eu une pression quand j'ai eu ce livre en main. Moi, je l'ai lu avec des gants blancs. Ah ben, t'imagines même pas. Du coup, je peux même pas lire aux toilettes et tout. Enfin bon, chaud quoi. Donc, je suis assez perplexe sur ce Not All Robots. J'ai trouvé que la narration était parfois un peu brouillonne. Ça partait, il y avait trop de choses en fait. C'est un petit peu une question de débit, comme sur de la DSL à l'époque. Tu fais passer trop d'infos dans un câble. Au bout d'un moment, si le câble il y a un goulet d'étranglement. Il y a un goulet d'étranglement. Ça sature quoi. Ça sature, ça bouche. Et donc ça m'a un petit peu déplu. Le discours, le côté humanisé finalement des robots avec tout ce qui va être leur questionnement très humain sur qu'est-ce que je vais devenir quand j'aurai plus de boulot, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, est-ce que ma vie c'est juste ça, finalement le robot qui gérait l'air à Orlando est devenu un robot de toilette. Ça, je trouve, c'est un peu la loose quand même. C'est triste.
Mais en même temps, c'est un petit peu ce qui est arrivé au père de la famille que l'on suit. Tout à fait. Qui lui aussi avait un travail. Il n'a pas toujours vécu sans travail. Et il s'est retrouvé gentiment, lui aussi, remplacé par son Dumb Butt. Et lui aussi a subi l'obsolescence programmée. Alors, voilà. Donc, il y a un discours qui est intéressant. Ça m'a pas follement emballé. Le dessin est sympa. Je trouve que voilà, on a vraiment une vraie atmosphère qui s'en dégage. L'épilogue, en fait, parce que du coup, à la fin, il y a un petit article voilà, où l'auteur, en fait, explique le pourquoi du comment. Pourquoi il a eu l'idée de cet album, en fait. Ça, il faut pas le lire. Ça, je l'ai lu. Et non, mais il faut pas. Ben ouais, mais du coup, ça m'a encore plus perturbé sur le... Donc, voilà, j'ai pas été follement emballé par le Not All Robots. J'en suis désolé. Je vais vite, vu que tu m'as tendu la perche tout à l'heure, parler vite fait des auteurs. Mark Russell, je connaissais pas. Je sais juste qu'il va travailler sur un truc qui s'appelle Mental Incal, qui est une sorte de suite de l'Incal, où il va croiser le métabaron et tout, et machin chose, mais qui n'est pas scénarisé par Jodorowsky, voilà, bon. Mais par Mark Russell. Donc, on sent une petite approche un peu commerciale pour le coup, surprise. Mike Deodato Jr., lui, il est très connu parce qu'il a bossé pour des tonnes de trucs Marvel, mais alors... une chier de trucs Marvel, j'en ai lu des tonnes, son nom je l'ai déjà vu 40 000 fois. Voilà, il y a des trucs en 99, tu vois, de lui. Non, c'est pas un vieux de la vieille, même s'il s'appelle Junior, tu vois. Donc, un dessinateur que j'aime beaucoup, qui a une approche parfois un petit peu trop réaliste, mais bizarre. C'est-à-dire que ces robots, ils ont un design qui est pas clair. T'arrives pas à bien les identifier, à trouver de traits remarquables, tu vois, sur ces robots. Ces humains sont faits dans un style tellement réaliste parfois que tu as un peu du mal à les différencier. Ils n'ont pas de traits, je trouve, marqués. Bon, ça, c'est pour le côté graphique. Après, ça marche très, très bien. C'est techniquement, c'est du beau boulot, quoi. Narrativement, j'ai trouvé ça un peu lourd. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui se veut critique, cynique, humoristique un petit peu. Tu vois, c'est cet humour jaune plus que noir, j'ai envie de dire, qui marche pas mal, mais qui en définitive creuse pas tant que ça le débat, en fait, je trouve, sur des sujets qui sont très très bateaux, entre guillemets, sur les nouvelles choses, tu vois, qu'est-ce qui est nouveau, etc. Mais on en parlait déjà quand les voitures sont arrivées, qu'il y avait les cochers. C'est rien, tu vois, de neuf dans cette problématique-là. C'est apporté sur les thématiques plus de maintenant. Hein. On peut parler beaucoup maintenant avec l'arrivée des intelligences artificielles, même si le mot n'est pas le mot approprié pour parler de ce qui arrive à l'heure actuelle. Voilà, oui, en même temps, on commence à avoir des super bons robots, et puis, oh là là, Terminator est là bientôt. Enfin, le sujet est intéressant d'un point de vue social, mais j'ai l'impression, quand je le regarde, de regarder une sorte d'idiocratie en moins drôle, et qui va traiter à peu près des mêmes sujets. Voilà. Je sais pas si tu je comprends. vois ce que je veux dire. Ça marche pas mal, mais j'ai trouvé la narration un peu lourdingue, quoi. Pas moi. Ok. Moi, je me suis plutôt régalé. Alors, régalé avec les dents qui grincent. Hein. Voilà, parce que clairement, ça picote un peu au fond de l'estomac. Le Not All Robots fait gros écho au Not All Men qui circule dans les hashtags. Avec donc... Pas tous les hommes font ce qui est dans le hashtag gros porc, mais pas tous les robots sont les gros méchants de service. Mais bon, quand même. On en vient au final dans une société qui fonctionne de travers. Et bon, ben voilà, c'est le remplacement du genre humain par le genre robot avec les mêmes problématiques sociales appliquées aux robots. Et donc, ça pourrait être chronique de la vie des robots, ou chronique de l'avenir des robots, chronique du remplacement de l'homme de Cro-Magnon. Quelle est la place de l'homme au milieu de tout ça aussi? C'est ça, c'est le remplacement de l'un par l'autre. Hein. C'est Cro-Magnon qui a été remplacé par Sapiens, supplanté, qui n'a pas réussi à passer en force, puisque lui il était plus costaud. Voilà, c'est l'évolution. Est-ce qu'elle est naturelle, est-ce qu'elle ne l'est pas? Chacun se fera son idée, mais honnêtement, en termes de narration, moi je l'ai bien accroché. Voilà, c'est dur. Il y a parfois des
des petites pointes d'humour qui font grincer, d'idiocratie qui fait grincer, mais il y a un vrai fond et c'est très intéressant. Ok, Not All Robot de Mark Russell, Mike Deodato Jr. et Lily Loridge chez Delcourt pour 16,95 €. Mais qu'est-ce que c'est que 16,95 €, franchement? C'est rien du tout. Je veux dire, vous pourriez vous acheter Not All Robot ou nous les donner. Ça serait tellement plus simple. Ou faire les deux. Ou faire les deux, effectivement. Chez tipeee.com/La Voix des Bulles, c'est le plus simple. Vous pouvez être moins généreux, je veux dire, rien ne vous en empêche. Vous pouvez vous dire, ils font pitié, ces pauvres, ils se trompent sur les boutons, ils envoient mal leur jingle, ils font genre, ils ont de l'expérience, mais on sent qu'ils vieillissent. Je vais leur donner un petit euro par émission pour les soutenir. Si on peut se payer une IA pour faire ça serait bien. C'est un moyen, mais vous pouvez aussi parler de nous, cliquer sur les liens sur le site lavoidesbulles.fr pour vous acheter des bandes dessinées. Il y a plein de façons de nous soutenir, mais surtout, la meilleure façon de vous soutenir, c'est de nous envoyer votre amour. Comme l'ont fait Matt Deka, Chevon, Warloff, Stéphane, Cobal et Boob. Cœur avec les doigts. C'est beau, c'est beau. Ils nous ont envoyé de l'amour en nous envoyant de l'argent. On est un peu leur pute. On est des prostituées, en fait. C'est ce que tu es en train de dire. Money Shot. Money Shot, c'était l'édition précédente. Sourire d'acier de Fabien Dalmasso, au scénario, au dessin et à la couleur chez Glénat pour 11,50 €. Et non, ce n'est pas un personnage de James Bond. Non, c'est pas un personnage. C'est Dents d'acier, le personnage de James Bond. Et oui. Dents de requin. Dents de requin. Dents de requin. Ouais, dans ma tête, c'était Dents d'acier. C'est requin. Ouais. Requin. Je sais pas, c'est dans ma tête, c'était ça. Bon. Nous sommes dans le futur, et c'est du post-apo, et c'est un truc jeunesse. Voilà, c'est bon, c'est un bon résumé. On n'en a pas parlé d'un truc comme ça récemment, non, puis il en sort pas beaucoup. Jamais. Voilà. Mais il n'y a pas de zombies. C'est là la nouveauté. D'accord. Il n'y a pas de zombies. C'est parce que c'est seul. Ah merde. Mais ça n'a rien à voir, ça, monsieur. Seul avec ses dents. Ça y ressemble un peu quand même. En fait, ce qui se passe, c'est que malheureusement, du jour au lendemain, l'humanité va disparaître et vont rester certaines personnes qui vont rester avec la dernière obsession qu'ils ont eue, qui va devenir une obsession qui va les dévorer et les rendre à la limite dangereuses en fonction du type d'obsession. Notre héroïne, elle, Luna, 14 ans, elle, son obsession, c'était que normalement, avant que cet apocalypse n'arrive, on devait lui enlever son appareil dentaire. Et donc, elle est obsédée par ça et elle passe son temps à essayer de trouver un dentiste qui aurait survécu pour lui enlever son appareil dentaire. Et donc, elle va suivre sa quête en rencontrant d'autres personnes qui ont chacun leurs obsessions, parfois des obsessions qui ne sont pas visibles tout de suite, donc peut-être que c'est des obsessions super dangereuses, genre mon rêve c'est de tuer quelqu'un, d'un coup j'ai cette obsession là, ou j'aimerais bien manger, je me suis toujours demandé quel goût avait l'être humain, ça peut être ce genre d'obsession là, il peut y avoir plein de choses, hein. C'est la dernière idée qui t'est passée par la tête qui devient ton obsession. Peut-être que ton idée, elle était stupide et sans importance au moment où tu l'as eue, hein. Mais... Toutes les idées stupides et folles qui sont passées dans les oreilles. En termes de statistiques, on n'est pas bien. Hein. Ouais. On n'est pas bien, les gars. Donc, voilà. Et on va suivre un peu comment s'en sort l'héroïne avec ses rencontres, les dangers qu'il y a autour et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, ce qui va s'en suivre. J'ai trouvé ça plutôt pas mal, c'est-à-dire que ça tient la route d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue dessin. On est dans un style semi-réaliste à la française, assez efficace. En revanche, le pitch de départ vise peut-être trop les ados. En jouant sur cette obsession de vouloir enlever l'appareil dentaire, etc. Tu vois, le twist par rapport au pitch de monde de post-apo, etc., est plutôt intéressant. C'est une idée qui est sympa, mais l'angle d'approche, ça me parle pas trop, en fait. Tu vois, ce côté... je trouve que peut-être ils auraient trouvé une sorte d'obsession plus originale, qui touche plus les adultes, ou qui est plus... peut-être que l'idée, c'était ça, c'est partir d'une obsession... légère, tu vois. Ça m'aurait un peu plus marqué. Là, j'ai été un petit peu... faut voir ce que donne la suite, mais vraiment sans conviction, quoi.
Je pense que ça peut être une excellente BD jeunesse post-apo. Le problème, c'est qu'on est vraiment sur un genre qui est surexploité, avec plein de très très bonnes séries. Et j'ai peur que c'était pas le bon moment de sortir cette série-là. À vous. Allez, tu vois, vas-y, lance-toi. Encore ? Ouais, on t'entend. Putain, la vache. Alors, certainement que Sourire d'acier, pour l'instant, n'a pas révolutionné le style post-apo. Calyptique. Sans zombies, avec zombies, avec marotte, sans marotte, avec doudou, sans doudou. Bon, soit. Graphiquement, j'ai trouvé ça très sympa. Je pense que c'est plutôt jeune adulte, que ouais, c'est un peu humoristique, un peu drôle. Ça passe. Moi, j'ai trouvé que c'était peut-être pas le truc de l'année, mais non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est un bonne BD dans le style. On est sur un créneau qui est trop surchargé en fait pour que ça ressorte. Après, voilà, faut voir ce qu'il va en faire sur la suite. Parce que là, on était sur la marotte au début. Maintenant, on va pas pouvoir elle va pas pouvoir se balader et découvrir les marottes de tous les mecs qu'elle croise. Mecs ou femmes, en vieux, jeunes, chiens, chats. Voilà, je pense qu'il va falloir trouver autre chose. Maintenant, c'est au scénariste justement de nous faire vibrer, quoi. Moi, je me mets 2 secondes à la place de Dalmasso. Excuse-moi, scénariste, coloriste, dessinateur. Ouais. Il avait déjà un fait séparément. Service après-vente, livraison, café. Enfin, il fait tout, quoi. Je sais pas si c'est la première fois qu'il fait tout d'un coup, parce qu'il avait déjà fait du scénario, il avait déjà fait du dessin. Je sais pas s'il avait déjà tout fait d'un coup. Toujours est-il que là, je me mets 2 secondes à sa place quand il a dû aller toquer à la porte de M. Glénat pour dire voilà, mon pitch de départ, c'est une jeune fille qui a pour obsession dans un monde post-apocalyptique de faire enlever son appareil dentaire. Bon, je trouve ça un peu ledge. Voilà. Après, il va falloir qu'il en fasse quelque chose. Sur ce premier tome, il n'en a pas fait beaucoup. Donc, je reste un petit peu dubitatif sur ce qu'il compte en faire. Qu'est-ce qu'il a comme idée derrière la tête que simplement son pitch de départ. Comme le disait Mathieu, si on doit faire simplement le tour de tous les Pékins pour connaître leur obsession, on va vite tourner en rond. Maintenant, ça peut donner des situations cocasses, ça peut être sympathique, ça peut venir épicer un petit peu le récit. C'est pas ce qui va en faire le fond du plat. Donc voilà, pour moi, ce premier tome manque un peu de consistance et je reste un petit peu circonspect par rapport à ce qu'il va faire derrière. Ça peut être très très bien, mais pour l'instant, sur ce premier tome, il y a des ingrédients sur la table, on va voir ce qu'il va falloir en faire, quoi. Ouais, c'est un peu cette idée-là. Donc c'est Sourire d'acier, je crois qu'on aurait été assez rapide sur le sujet qui touche un créneau. Azer, pour information, a bien aimé ce premier tome. Oui, mais après, Fabien Dalmasso, il se faisait appeler Le Fab et il était déjà dans le domaine de tout ce qui est fiction sonore. Je crois qu'il avait illustré des trucs pour le Donjon de Nullbuck, pour Reflet d'acide, ce genre de choses-là. Donc, il est très présent sur un peu cette scène de la production sonore, donc les podcasts, entre autres, existantes, même s'il a travaillé pour des gens qui ont fait ça avant que les podcasts deviennent... à la mode. À la mode. Mais déjà, nos journal bug, déjà. C'est déjà... Excuse-moi, il a déjà gravi l'Everest, le gars, c'est bon. Ouais. Il a tous les droits, il peut faire ce qu'il veut. Il peut même chier sur une truc et tu te diras, c'est bon, c'est de l'or, quoi. Ça va bien, bon, le donjon de Nullbuck, excuse-moi, mais... On reste sur des... Si t'es rôliste Donjon de Nullbuck, il a bercé ta jeunesse, quand même. Après, on peut rentrer dans le débat Donjon de Nullbuck ou Reflet d'acide. Non, il n'y a pas de débat, non. Après, il y a le débat aussi de savoir combien il faut de nains pour creuser 30 mètres de granit. Combien de temps il faut ? Il y a combien de nains, surtout ? Hein ? Voilà. Il a aussi fait des parodies de WoW, disait Azer. D'accord. Kids, numéro 3. On reste dans un sujet... écoute, on est en plein dedans. Le post-apo, des zombies... Ah là, il y a des zombies, là. Post-apo. C'est des zombies ou des infectés ? Ils courent ou ils courent pas ? Alors, je suis bien emmerdé, ouais. En fait, je suis bien emmerdé parce que j'aurais dû prendre une autre feuille. Là, clairement, je suis un peu... Il a dessiné sur la feuille où il a écrit son texte. Bon, alors, je te le dis déjà. Non, tu fais voir la feuille. C'est scénarisé par Aurélien, du coup. Mais la cam. Attends, déjà, je suis la cam. On la passera en live tout à l'heure qu'on aura fini. Et dessiné et colorisé par Jocelyn Jauré. Donc, nous suivions dans Kids, nous suivions
Polly et Sue qui se retrouvaient donc dans la communauté de Ben. Et pas sous Polly. Donc c'est-à-dire ce sont des gamins qui se sont retrouvés à essayer de survivre à l'apocalypse zombie. Ça fait Polly sous Ben, c'est dégueulasse. Donc ce sont bien des zombies, hein. Là on est d'accord sur le terme. Et voilà, ils ont des zombies à zigouiller, à défoncer, et ils s'amusent. L'un d'entre eux, donc qui s'est fait surnommer Spielberg, s'amuse justement à filmer ses potes dans cette survie, dans cette vie de tous les jours, une sorte de reportage caméra à l'épaule, pris sur le vif, quoi, vraiment dans le feu de l'action, et il en fait des films. Voilà, donc ça c'était le tome 1, le tome 2, donc ils sont rentrés dans le groupe. Le tome 2 finit quand même de manière un peu triste, hein. Il se passe des choses un peu... un petit peu de pathos quand même qui est pris dedans. Excuse-moi, tu peux lever ta main de ma feuille, merci, sinon j'arrive pas à lire. C'est ma faute. Donc du coup on se retrouve dans ce Kids tome 3 qui est donc la fin de la trilogie, c'est la fin de la fin. Je vous ai même pas dit qui c'est qui faisait ça au fait. Oui, je l'ai dit. Ducoudray et J'aurais. Okay. Donc notre bande de gamins donc est désormais dans un lycée. Un lycée où désormais on veut survivre à l'apocalypse zombie, donc le mot zombie désormais est totalement interdit si vous le prononcez, c'est le nom de celui qu'il ne faut pas avoir. C'est même pas... Bon, on peut pas le dire. Et donc c'est interdit de le prononcer. Si tu le prononces, tu te retrouves avec des travaux d'intérêt généraux. Aller nettoyer les banlieues ou même pire. Alors c'est du gros travail d'intérêt général. C'est du lourd. Hein. Ça, c'est l'avantage. Quand tu as choisi ça comme punition, tu sais que tu en as de toute façon pour la vie des rats. Les gamins, tu peux les punir, mais 8000 fois par jour si tu veux. C'est pour ça qu'il faut que le règlement soit dur, parce qu'il t'en faut des punis. Non, là, clairement. Et en parallèle, on va suivre les aventures de Allen et Thelma, qui sont en fait deux cinéphiles qui se sont trouvés une vocation, une véritable vocation, c'est-à-dire qu'ils parcourent le pays dans leur camping-car pour retrouver tous les films, les DVD, VHS, tous les supports possibles, on s'en fout, pour garder la mémoire, on va dire, cinématographique du monde d'avant. Voilà. Et là, Allen va trouver la vidéo de Spielberg. Le nouveau Spielberg, voilà, avec tout le talent qui est connu. Mon avis là-dessus, c'est que... Donc, j'essaie de vraiment avoir mes notes, mais c'est chaud. Non, ça va encore, la partie du bas, j'ai pas trop dessiné. Donc, Aurélien Ducoudray nous fait clairement, je trouve, dans cette... Aurélien. Oui, il a dit. Aurélien. Pardon. Il te coupe juste pour le plaisir. Ah ouais, là, c'est vraiment pour le plaisir. Pour une fois, je disais non, pas parce une que connerie. j'ai entendu Aurélie. Excusez-moi. Aurélien. Oui. Non, mais c'est lui aussi, il change de sexe, tout ça. Donc, nous fait clairement, je trouve, un joli mélange entre Stranger Things et Bienvenue à Zombieland. On traite vraiment de la survie de l'humanité, mais ce coup-ci, on va se retrouver avec un vrai drame parce que ça va être le lycée. Le lycée avec ses brimades, ses mauvais moments à passer pour certains jeunes. Bien évidemment, le cliché de la chef des pom-pom et du capitaine de l'équipe de foot américain. Marche à tous les coups. Donc, c'est vrai que finalement, ce monde apocalyptique qui est le lycée, sans le poste, j'y arrivé. En fait, c'est que j'ai vraiment mélangé mes feuilles, c'est le bordel. Ah, mais ça y est, en fait, putain, non, j'ai la fin. Elle est là. J'y suis, je suis presque au bon, en fait. Ça va, c'est bon. Alors, donc, j'ai coupé le timer tellement ça me rendait triste. C'est gentil. Donc, Aurélien Ducoudray nous fait vraiment ce petit mélange avec un bon drama dans le lycée. Le coup des pom-pom, tout ça, c'est bien fait. C'est bien fait. Moi, je me suis bien amusé. Le road trip où tu suis Allen et Thelma, qui sont deux personnages, mais excellentissimes. Les dessins de Jocelyn Jaurès, qui sont efficaces, fluides. Les trognes des personnages, mon Dieu, je me suis vraiment fait plaisir. Je me suis marré à des moments en voyant la bouille d'Allen quand il est en train de chercher en pleine nuit la jaquette du DVD. Bon, voilà. Donc, en plus, je pense que juste le final, si vous avez la ref, voilà, c'est un vrai bonheur. Moi, c'est une super série. Donc, comme je disais, pour finalement Sourire d'acier, ça n'a pas sans doute révolutionné le style zombie, mais c'est une trilogie. D'une part, c'est une trilogie, et déjà, c'est bien, c'est court, 3 tomes, mais on passe un excellent moment, autant pour des jeunes que pour des vieux, ou des adultes. Je ne vais pas dire vieux, on ne va pas dire vieux encore. Des jeunes ou des jeunes adultes, ou des jeunes papas, ou des papas un peu plus vieux. Une super série, et moi, je me suis vraiment régalé.
Voilà, à vous. Là, il cherche la ref, en fait. Jérôme. Ah, Vas-y, Jérôme, c'est à toi. La rêve, c'est Walking Dead. Ah, il y en a 2. Mais moi, la scène de fin, c'est la dernière. Non, c'est la page de derrière. Ah, ça Non, mais c'est la page. Ça Non, la page est encore derrière. Là, c'est pas la fin. Tournez les pages. Les mecs, il faut leur expliquer c'est où la fin. Quoi. Oui, c'est ça. Ils ont un peu du mal. Ça fait pas longtemps qu'ils lisent des BD. Juste après. Voilà, c'est là. C'est là. C'est T'y es. Là. ce que je te disais. Non, derrière, c'est la page. Alors, les mecs. Les pages, on ne sait pas les ouvrir. Ouais, mais Mathieu, il les a collés aussi. Bon, Ouais. bah oui, mais. C'est pour ça qu'il prend que des gros livres. Il a l'impression que ça va Non, plus là, vite je l'ai qu'il y a pas. des pages 2 par 2. Là, je l'ai pas. Attends, vas-y, on verra après. Moi, On verra après si c'est des gens longs. Bon, alors, Jérôme. Il me manque clairement les 2 premiers tomes. Moi, je me suis bien amusé, c'était sympa, mais honnêtement... Pour une trilogie, du coup... Voilà, là, il me manque des refs sur les 2 premiers tomes. Donc voilà, c'était sympa, mais sans plus. J'ai passé un bon moment, mais sans plus. Parce que, sans doute, je n'ai pas l'imprégnation émotionnelle et psychologique de Thio sur cette série. Mais je ne doute pas du tout que ce soit une très bonne trilogie. Le tome 3 à lire tout seul, c'est dommage. Mais on passe un bon moment. Ça reste lisible, quoi. Oui, tout à fait, ça reste lisible. Perso, je suis pas du tout fan des trucs de zombies. Et celui-là m'a fait rire. Voilà, les trois tomes m'ont fait rire. C'est pas que, mais j'espère. Pas que, non, surtout dans le 2. Mais voilà, ça fonctionne super bien. Les personnages sont attachants. Et voilà, je trouve qu'il y a plein de recherches et voilà, j'aime beaucoup le travail de Ducoudray et ça se confirme même sur ce type de bouquin. Donc voilà, ça marche très bien pour ceux qui aiment le genre ou pour ceux qui veulent offrir ça à des ados qui sont fans de Zombieland ou fans de Walking Dead ou de jeux vidéo à base de zombies. Ça marche très bien, on est dans une super ambiance. Pour les refs, on les donnera juste après le générique. Comme ça, ceux qui veulent ne pas les entendre pour pas se faire spoiler, c'est pas vraiment du spoil, mais bon, et ceux qui sont prêts à les avoir. Voilà, et pour le coup, celui-là, le Kids 3, est vraiment très axé cinéma, je trouve. Ah, moi, c'est pour ça qu'il m'a C'est la résolution, mais il est très axé cinéma. Il m'a touché, mais à un point par le côté cinéma. C'est-à-dire que la monteuse et le vieux critique Eric, c'est le point C. Qui cherche, non, mais qui cherche ça, qui sont bourrés de références, qui te donnent des tonnes de clins d'œil au cinéma, qui se foutent un peu de la gueule ou du DVD qu'ils ont, de l'intégrale qu'ils vont envoyer dans la gueule de quelqu'un. Non, mais celui-là, c'est pas grave. Non, ça... En même temps, c'est l'intégrale de Bergsman, hein. Honnêtement, il peut y aller, quoi. Voilà, c'est du lourd. C'est du lourd. C'est du lourd, voilà. Non, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était plein de bonnes idées, plein de bonnes rêves, mais qui sont bien digérées, qui sont pas assénées violemment, d'ailleurs, même, voilà, on les cherche, c'est encore... La série marche très bien et arrive aussi à jouer entre le côté émotion et le côté humour. On a ce milieu qui marche très bien. Le tome 2 était très très dur principalement. Ce tome-là est un peu plus léger, mais pose plein de questions dues aussi. C'est bon, on a réussi à recréer... Enfin, en gros, là, tu es à la fin de The Walking Dead dans ce tome-là. Ils ont recréé une société. Et comment est-ce que, quand on vient de débarquer, alors au milieu de sa société, où on n'était pas vraiment envie d'être dedans, est-ce qu'on va l'accepter? Comment on peut se rebeller en tant qu'ado? Et ça marche bien, voilà. C'est un bon récit d'ado. Moi, j'ai trouvé ça plutôt très réussi. Bon, Azer, on se servira de ce que tu as dit à la fin de l'émission. Voilà. Quel enchaînement pour la suite, puisqu'on reste dans le cinéma. Oui, on va rester dans le cinéma. Donc Kids, c'est le tome 3 par Aurélien Ducoudray, je le Slinge Doré chez Glénat, 17,90 €. 3 tomes seulement, donc quelque part, ça vaut le coup. Puis ça s'offre bien là pour un anniversaire ou un Noël, les 3 tomes, pif paf pouf. Un œil sûr. On va effectivement rester dans le cinéma. Alors, vous connaissez peut-être le réalisateur François Descraques. François Descraques s'est fait connaître en commençant à faire une petite web-série qui s'appelait Le Visiteur du Futur. C'est une petite web-série qu'il a tournée avec une petite caméra à la ramasse comme il pouvait. Il a réussi à en faire un long métrage de science-fiction français. Ce qui, rien que le fait de dire j'ai réussi à obtenir les moyens de faire un long métrage de science-fiction français, en soi est assez monstrueux. Il a aussi fait d'autres séries télé pour France 4 notamment, ce genre de choses-là. Fait d'autres petits boulots dans la réalisation. Et c'est quelqu'un d'assez talentueux, je trouve, dans l'écriture et dans ce qu'il raconte.
du fait d'être dans ce domaine un petit peu novateur, il a fait plein de rencontres de gens qu'on aime beaucoup et dont il va un peu parler dans ses posts sur la plateforme Medium, qui est une plateforme de blogging un petit peu de gens connus, on va dire, plus qu'autre chose, ou de connus dans leur domaine en tout cas, où il va nous parler d'un truc qui lui est arrivé, c'est que il y a un film, c'est le film qui a marqué sa jeunesse, un film qu'il a adoré, il a fait des dessins sur ce film quand il était môme, etc. Sauf qu'il est le seul à s'en souvenir. Il n'arrête pas de poser des questions aux gens si ce film, ça vous dit quelque chose, machin chose, etc. Et personne ne connaît ce film. Donc, il commence à faire des recherches. Qui s'appelle Tatatin. J'ai oublié le nom, c'est le truc des planètes. La révolte des planètes. La révolte des planètes. Faut le dire à un moment donné. La révolte des planètes. Donc, il cherche à trouver ce film, La révolte des planètes, et il galère, qu'il n'en peut plus. Parce que, aucune trace, un truc qu'il a vu en VHS quand il était môme. Il essaie de trouver, de retrouver l'histoire qui l'a marqué. Et puis, en discutant avec son pote Patrick Beau lui dit qu'il y a une forme de phénomène qui existe. C'est l'effet Mandela. C'est peut-être une forme d'effet Mandela, de quelque chose. Tu t'étais tellement persuadé que c'était vrai que tu finis par croire que ce film existe alors que tu as tout inventé. Et il se dit, effectivement, j'ai tout inventé. Faudrait que j'essaie d'en faire quelque chose. Je vais essayer d'en faire un film. Et alors qu'il est à l'anniversaire de Werber, il y a un peu de name dropping. Bernard Werber. Bernard Werber. Fourmi. Voilà. Bernard Werber, il est en train de pitcher le truc à des potes à lui à côté. Bernard Werber débarque, fait mais tu parles de la révolte des planètes. Merde. Il a fait le même rêve que moi. Donc déjà, ils sont un peu mal à l'aise, du genre, il faisait genre, c'est mon histoire, quoi. Alors que Werber arrive en disant, non, c'est pas ton histoire. Et là, Werber lui met sur une piste pour retrouver le réalisateur de ces films. Et là, s'ensuit une série de posts où François Descraques va nous raconter comment il est parti à la recherche de ce réalisateur, nous repasser des extraits du scénario, là c'est dans le dernier, il sort un post chaque semaine, etc. C'est une sorte de piste d'aventure qui va nous raconter un peu l'histoire du cinéma des années de la fin des années 70. Ça passe par du Woodstock, ça part par plein de name dropping de noms connus, etc. Et là, il commence à y avoir des trucs qui clochent. Parce que François Descraques, là, il a une façon de raconter, je trouve, qui est trop bien écrite. Il arrive à te placer des cliffhangers, à te citer des noms sans te dire qui c'est pour ensuite te placer dans le récit. Ah non, mais je t'ai pas dit, c'était Martin Scorsese dont je voulais parler. À te placer des choses. Il te montre des dessins qu'il a fait quand il était jeune, qui sont plutôt pas mal faits. Et puis un peu plus tard, il te montre des extraits de dessins qu'a fait l'auteur, et tu dis, putain, c'est vachement moderne comme style graphique quand même. Et puis ça ressemble un peu au style graphique que j'ai vu juste avant. Est-ce qu'il serait pas en train d'essayer de m'entuber profondément en me racontant juste une fiction sous la forme d'une non-fiction, d'un témoignage, pour parler de cette passion qu'il a du cinéma de SF indépendant, fait maison dans les années... Voilà. Et bizarrement, tu te retrouves avec des références à genre, c'est marrant, mais dans son film La révolte des planètes, il y a des trucs, ça ressemble vachement à des scènes de Star Wars. Mais Star Wars n'est pas sorti quand ça a été écrit. Et tu sens qu'il te place ses billes, quand tu réfléchis un petit peu à son écriture en amont, pour préparer la suite de son récit et ses clins d'œil. Et c'est l'impression que ça m'a donné. Je me trompe peut-être totalement. Mais ça ressemble beaucoup à une brillante un brillant faux témoignage, on va dire. Ou alors, c'est un vrai témoignage et il a juste fait beaucoup d'efforts de mise en scène pour le raconter bien. C'est aussi une possibilité, parce qu'il s'est dit je vais pas le raconter de façon bateau, pas à pas, je vais éviter les étapes chiantes de ma recherche, etc. En tout cas, voilà, c'est très bien fait. Voilà, pour te donner une idée, par exemple, quand il te donne l'interview qu'il fait avec le réalisateur, qu'il arrive à trouver à un moment donné, parfois les dialogues ne font pas transcript d'interview. Ça fait dialogue de cinéma. Tu vois ce que je veux dire au niveau de... Vous voyez ce que je veux dire au niveau de la... Voilà. Bref, j'ai adoré ça. Je vous conseille d'aller chercher. Vous cherchez François Descraques sur la plateforme Medium. Vous trouverez ça. Il y a le lien... Voilà. Ah oui, il y a certains qui dit que ce serait marrant qu'à la fin, ils disent voilà, vous pouvez voir le film au cinéma. Genre, je l'ai réalisé, il est fait. Ou je le mets en ligne sur Internet. Ou c'est mon prochain film d'animation que je fais dessiner par des gens. Parce que, ouais, il y a des dessins. Vous voudrez que vous regardiez les posts et tu te dis...
Là, graphiquement, on est sur des gimmicks vachement plus modernes en termes d'esthétique, de recherche. Enfin, bon, voilà, moi j'ai trouvé ça fantastique au niveau de l'écriture. Je vous recommande de le lire. C'est quelque chose de très curieux et de plutôt efficace. Donc c'est le film perdu par François Descraques sur la plateforme Medium. Nous avons fini cette émission. Bravo. Voilà. Nous avons fini cet enregistrement. Wow. Nous sommes arrivés au bout. Et c'est plutôt pas mal. De bébé. On time. Voilà. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. D'avoir parlé dans les ces micros. Hein. C'est Ouais. vraiment quelque chose de bien. Il faut le faire. Ouais, on est bien. Merci d'avoir léché la bonnette. Merci. Voilà. Alors, le pire, c'est qu'on se les échange à chaque Ah fois, oui, parce qu'on ça, ne sait c'est pas qui jamais elles sont. lequel Donc, est qui. Voilà, on est très, très, très Covid compliant. C'est vraiment efficace. En tout cas, c'était comme toujours un plaisir de participer à ça. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Je crois que le prochain enregistrement, j'ai la date qui doit être notée quelque part. 30 mai, 30 juin. Ouais, parce que maintenant on peut même l'annoncer. Non. Je veux dire, c'est le 31 mai. Le 31 mai, le prochain enregistrement. Et puis, bah voilà, merci encore à vous d'avoir été parmi nous. N'hésitez pas à venir en live le 31 mai sur twitch.tv. Sur rien, j'y serai Et pas. c'est Moi. trop cool. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao. Bye bye les gens. Les rêves de kids. Alors, celle que j'avais pas vue, mais que c'est Thio qui l'a fait repérer, les couvertures s'enchaînent avec des zombies en avant-plan. D'accord. Et ça, c'est le cas des intégrales de Walking Dead. D'accord. Donc, voilà, faut le savoir. Et la rêve finale m'a dit super vachement quelque chose, mais je sais plus de quoi. Bienvenue à Zombieland. C'est Bill Murray qui rentre dans la salle de cinéma. D'accord, j'avais la référence, je l'avais vue, et je me suis dit, putain, je connais cette scène, et Moi, ça pour me le dit coup, quelque je l'ai chose. vu, mais. Il faut voir Bienvenue à Oui, Zombieland. il faut voir Bienvenue à Ah bon Zombieland. Ah, Il faut voir Bienvenue à Zombieland. C'est... D'accord. C'est un bon film de zombies. Voilà, qui t'explique vraiment comment t'en sortir. Il y a des règles. Les règles, c'est toujours important. Il faut toujours Ouais. des règles. D'accord. Si t'as pas de règles, t'es Mais emmerdé. si à Bill Murray, c'est forcément un bon moment. C'est ouais. Ouais. Bon, bah merci encore à vous, et cette fois-ci, c'est la bonne. Ciao, ciao. Ciao, À ciao. bientôt. Bye bye. Mais effectivement, le mec sur le cheval, c'était aussi, je pense, Walking Dead. Ah bah, clairement. Walking Dead, clairement.